Salut tout le monde, bienvenue dans la troisième mi-temps. On débriefe le sacre de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup contre Northampton. Quel match on a vécu, mes amis. Paul, Simon, bienvenue. Salut Théophile. Salut Simon. Théophile, salut tout le monde, salut mon Polo. Émission dans la bonne humeur. Écoute, on a gagné, Cocorico. C'était pas le plus grand match de cette Champions Cup. En termes de niveau de jeu, mais par contre l'issue est là et on est très heureux pour les Bordelais. Bienvenue à tous qui nous rejoignent dans le chat. On va parler de tout ce qui s'est passé dans ce match. On va évidemment évoquer les notes aussi des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Vous pouvez les retrouver sur le site de Rugbyrama déjà. On va parler aussi de Northampton un petit peu, qui n'a pas fait le plus grand match de son épopée. Qui a fait ce qu'il a pu et ce qu'il avait. Exactement, avec les absents. Tu pourras nous en parler un peu plus en détail, Simon. Tu maîtrises parfaitement le sujet. Bien sûr. J'ai vécu à Northampton. T'as vécu, bien sûr. Belle ville. Je sais pas, je suis jamais allé. Pour commencer, Bordeaux messieurs, est plus agréable. Comme. je voulais vous offrir comme ça une petite carte blanche, voilà, sans vous prévenir. L'Union Bordeaux-Bègles est sacrée, ça y est, premier titre de son histoire. Il est fou ce mec. Carte blanche, première réaction comme ça à chaud. Paul, après ce premier titre. On n'a pas joué, nous. Hein on a rien gagné. Ouais, merci beaucoup. Déjà, je félicite toute ma famille, tout le monde qui est derrière moi. Non, je dirais enfin. Je trouve que enfin cette génération se paie. Enfin, le talent de Mathieu Jalibert, le courage de Maxime Lucu, le talent aussi et les cannes de Biel Biarré, de Penaud sont enfin récompensés par ce titre majeur qui manquait à cette génération et à ce club depuis de nombreuses années, depuis sa création. Voilà, on a souvent dit, à juste titre, je trouve qu'il manquait ce titre pour vraiment dire que l'UBB était un grand d'Europe, un grand club français. Enfin, ils le sont devenus à Cardiff, et l'histoire retiendra ça, donc bravo à eux et vive l'UBB. Bravo. Simon, moi à ajouter. Moi, ce que je retiendrai surtout la ténacité de ce groupe par rapport à ce que disait Mathieu Jalibert à l'issue du match. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois encore, ils perdaient lourdement une finale contre le Stade Toulousain et ils en étaient sortis traumatisés, clairement, de cette finale. Et ils sont tous remis au boulot et quelques mois, enfin un peu moins d'un an plus tard, ils arrivent à signer ce parcours en Champions Cup avec un groupe qui est quand même relativement resté stable. Mais c'est ça que je retiendrai, moi. Vraiment, c'est les progrès effectués, tout ce qu'ils ont appris par rapport à l'année dernière, le fait de savoir de mieux gérer le groupe, de procéder à plus de rotation tout au long de la saison pour garder un peu plus de fraîcheur. Voilà, clairement, cette charnière a appris aussi. Paul en parlait tout de suite. Mathieu Jalibert a énormément appris aussi. Il a vraiment signé une masterclass aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est vraiment l'ensemble de cette équipe qui a progressé comme un seul homme et il mérite tout à fait ce titre. C'était justement là-dessus que je voulais commencer, sur la force de caractère du groupe, parce que en finale, on les avait laissés sur une déroute contre le Stade Toulousain, c'était à Marseille. Et c'est vrai qu'un an plus tard, Jalibert en parlait déjà, on s'était promis de revenir, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14. Et effectivement, il a une symbolique encore supplémentaire par rapport à cette histoire-là. Il dit oui, et puis alors déjà, je trouve que c'est jamais facile, je trouve. C'est une équipe qui n'avait rien gagné. Ils ont éliminé le Stade Toulousain en demi, mais pour cette finale, ils étaient annoncés favoris. La presse britannique a fait le travail entre guillemets en leur donnant ce statut de presque c'est impossible qu'ils perdent, quoi, tu vois. Donc c'est compliqué quand tu joues ta première finale de Champions Cup d'aborder ce match-là comme. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ce statut de favoris pour leur première finale. J'en vois aucune même qui a eu ce statut-là. Peut-être Toulon, mais encore Clermont était très fort. Donc non, déjà dans la gestion, je trouve qu'ils ont parfaitement répondu parce qu'ils ont fait un vrai match. Alors après, on va rentrer dans les détails, mais ils ont fait un vrai match dans l'engagement, comme tu disais. Donc ça prouve la force du collectif, la force du groupe. Et ils n'ont pas flanché, ils sont restés concentrés avec leur force aussi, à toujours attaquer, à toujours trouver la solution. Donc non, ils se sont
Franchement, ils sont allés la chercher et dans la construction de ce groupe, c'est ce que tous les coachs aiment, c'est ce que t'aimes voir, tu vois, la progression d'une équipe jusqu'à la consécration, quoi. Ouais, dans le chat, juste, vous parlez, il y a déjà quelques commentaires, ça parle des 2 rouges oubliés de chaque côté. On reviendra dans le détail de cette rencontre. On en parlera, mes amis. Mais voilà, restons dans un premier temps sur l'émotion avant d'entrer dans le vif du sujet. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la rapidité avec laquelle les Girondins sont entrés dans ce match, justement. Bon, c'est sûr, on peut dire bien sûr qu'ils ont encaissé un essai très rapidement. Les Northampton Saints ont vraiment accéléré dès les premières minutes du jeu, mais j'ai trouvé que dans l'intensité, dans le combat, ils ont tout de suite répondu présent. Ils n'ont pas subi l'événement. J'ai l'impression qu'ils avaient bien préparé ce rendez-vous, parce que bon, quand même, comme disait Paul, c'était c'était un premier grand rendez-vous, de cette envergure, c'était impressionnant. En plus, il faut imaginer aussi le décor. Nous, on n'y était pas, Exactement. messieurs, mais le Principality Stadium plein à craquer, ça devait être vraiment fantastique à vivre. Donc, on peut imaginer qu'il y a plus d'une équipe qui aurait pu être impressionnée par ce contexte. Puis bon, pour revenir sur ce que tu disais, la presse anglaise avait bien sûr fait de l'UBB la favorite de ce match, parce qu'on sait que les Anglais nous jalousent quand même pas mal le top 14 et les moyens financiers dont disposent nos clubs. Donc bien sûr qu'à chaque fois qu'il y a un club français qui se retrouve face à un Anglais, après je sais pas si la presse anglaise avait fait la même chose pour Lyon, mais non, je pense du coup là, parce que là ça aurait été un peu gros. Ouais, ça aurait été un peu gros parce que là pour le coup il y a pas eu photo. Mais je pense pour rebondir sur tu parles de l'essai encaissé dès les premières minutes, je pense que ça leur a presque fait du bien. Ils ont peut-être un peu posé le cerveau aussi en disant bon voilà, on vient d'encaisser un essai, ok, très bien, ils ont joué de leur force, l'action elle est belle, ils ont mis de la vitesse, à nous on va répondre, et ils répondent très très vite. Répondent très très vite en disant bon ok, 7-0, bon tact, on y va nous aussi, on va leur montrer notre jeu, on va leur montrer notre rugby, et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la solution, quoi. C'est en retrouvant leurs cellules, en retrouvant leur jeu, leur passe dans le dos, la vitesse autour de leur métronome et de leur charnière que c'est passé. L'impression que ça donnait au début du match, c'est vraiment que les attaques allaient prendre. C'était ce à quoi on pouvait s'attendre en regardant l'affiche de cette rencontre-là. 2 équipes plutôt offensives qui aiment se comparer, que ce soit les Bordelais ou les Anglais en conférence de presse disaient que voilà, ils nous ressemblent un petit peu. Voilà. Et donc au début, on a eu le match auquel on s'attendait. Avant de voir Bordeaux, sur l'ensemble de la rencontre, on les trouve hyper dominateurs. Alors, on en discutait un petit peu avant, les stats ne le reflètent pas forcément, mais dans l'impression que ça donne, le score à la mi-temps, ils sont 2 points. Ils reviennent grâce à une pénalité à la 40e, il y a égalité à la mi-temps. Le ressenti, il n'est pas du tout là, quoi. Après, tu pourrais paniquer à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Après, voilà, sur le match, je partage le constat. On s'est dit, on va avoir une finale de feu quand même, soyons clairs. On s'est dit, on va avoir vraiment une finale entre 2 équipes qui jouent, 2 essais très rapides, ça se répond et tout. Bon, après, sur les 80 minutes, c'est sûr que, moi personnellement, j'ai quand même été déçu du contenu, de la production, notamment du côté de Northampton, qui a jamais retrouvé un peu sa fluidité qu'on avait vu en demi et tout. Mais Bordeaux a continué son petit bonhomme de chemin. Ils n'ont pas su peut-être tuer cette finale bien des fois. Ils n'ont pas su peut-être le faire, mais ils ont continué à attaquer, ils ont continué et c'est passé, quoi. Au final, ils trempent pas forcément en fin de match. Bon, voilà. Non, c'est 8 points d'avance, leur font du bien. On sent que les Northampton Saints, quand même, au bout d'un moment, ils fatiguent, quoi. Bon, on va en parler après de Northampton, mais c'est le seul petit regret, moi, que j'ai sur la rencontre, c'est de me dire qu'ils n'ont pas été. C'était pas une équipe de Northampton Saints à plein effectif, à pleine puissance. J'aurais aimé voir Augustus en 8 jouer, j'aurais aimé que Furbank reste plus longtemps sur le terrain, Ram aussi. Ça a été quand même des sacrés coups durs qu'ils ont dû affronter. Ils ont dû mettre ce Slate Holm qui était clairement hors de forme, qui arrivait très tôt dans la censé jouer autant de temps. Et face à une équipe comme l'UBB, qui, on sait, être vraiment excellente pour mettre une pression maximale sur le triangle arrière,
ces manques ont été assez rapidement criants, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Mais quand tu as une équipe qui perd autant de joueurs, des joueurs cadres, des joueurs importants en début de match, ça peut aussi complètement dérégler l'adversaire. On l'a déjà vu, c'est des faits de jeu, tu vois, même des fois un carton et tout ça, ça peut transcender, tu vois, Northampton en mode les coups du sort sont contre nous, voilà, et Bordeaux peut se dire, peut commencer à regarder un peu, peut cogiter. Qui avait un plan avec ces joueurs-là sur le terrain, aussi, qui finalement le sont plus, ça change quelques trucs. Bon, côté le mérite revient à Bordeaux, quoi, d'être resté concentré dans sa partie, et tu vois, et de pas se dire oh là là, ils ont des joueurs qui manquent, bon on va. Et côté Bordeaux-Bègles, il y a aussi une réorganisation avec la sortie de Bureau, qui est arrivé assez tôt dans la rencontre, avant la demi-heure de jeu, il me semble, et qui a fait passer LBB à l'arrière et Retière sur l'aile. Ça aussi, ça a changé pas mal les plans, parce que on sait que Bordeaux use et peut-être abuse, mais pour le moment ça leur donne raison, des jeux au pied dans le dos avec forcément le Belbiaré qui va à 10 000 et ça leur permet de mettre une pression énorme. Ça les a pas tant déstabilisés que ça, à part un ballon sur lequel il se fait un peu manger sur le crâne. Le Belbiaré, il a été plutôt bon dans ce rôle-là. Il aurait pu être à la rue, quoi. Pour moi, il sacrifie un peu sa finale, tu vois. Enfin, c'est pas le joueur que tu vois. Alors que franchement, il apparaissait quand même en Cannes et c'est vrai que tu regardes un peu les défenseurs anglais. Dès que il y avait un ballon poussé au pied, bon, c'était un peu la panique. Ils ont eu des frayeurs. Ils ont eu des frayeurs. Mais pour moi, Belbiaré n'est pas un 15. Ce match-là, encore une fois, confirmé quand même. Je trouve qu'il a quand même des lacunes. Il pèse moins. Et son jeu est moins mis en avant dans la position de 15. Alors que. Il faut le mettre dans une position de chasseur, en fait. Voilà, c'est ça. Alors que Bureau, c'est excellent dans la position de gardien, de dernier défenseur ou de premier attaquant. Et c'est comme ça que tu utilises le mieux, je pense, Louis Belbiaré. Donc, comme dit Paul, il s'est un peu sacrifié. Mais il a fait le taf, quoi. Enfin, il a fait le taf. Il n'y a pas photo. Mais il aurait pu être le joueur. Enfin, tout le monde l'attendait comme. Entre guillemets le numéro 1, enfin le facteur X, tout ça. Bon, ça n'a pas été lui sur cette finale pour le coup. La première mi-temps, enfin il se donne énormément en première mi-temps. Tant que Bureau c'est sur le terrain, quand même, il finit la première mi-temps sur les rotules, quoi. Et c'est surtout vraiment, on sent qu'il effraie les adversaires. C'est-à-dire que dès qu'il a le ballon, que ce soit sur des lancements de jeu annoncés, sur des phases de jeu arrêtées, que ce soit dans le jeu courant, tu sens que derrière, la bascule entre le triangle d'arrière de Northampton, ils sont vraiment sous pression et tout le temps, quoi. Et on parlait d'occupation, là où Bordeaux a excellé aussi, c'est qu'ils ont réussi à gagner énormément de terrain sur des jeux au pied avec la mise sous pression des arrières anglais, et donc des mecs qui sont sous pression, qui sont obligés de sortir eux-mêmes le ballon en touche. Tu récupères des touches dans les 22 mètres. Ils ont occupé comme ça, ils ont mis... on va dire, ils n'ont jamais desserré l'étau sur les Anglais dans ce secteur-là. Northampton a eu beaucoup de mal, je trouve, à sortir de ces 22, à sortir proprement, à remporter entre guillemets, on appelle ça des fois des mini-matchs. Tu vois, quand tu sors, tu vas contester un ballon, hop, tu récupères une pénalité, hop, tu repars dans les 40 adverses. Et ils n'ont jamais réussi à gagner ces mini-matchs, ces mini-duels. Du coup, ils ont constamment été sous pression et Bordeaux a magnifiquement joué sa partie, joué sa finale, quoi. Franchement, le tableau noir, j'ai envie de dire, presque, pratiquement. À part, on en reviendra peut-être, mais c'est le fait de ne pas tuer le match et beaucoup d'occasions un peu ratées quand même. Justement, on peut en parler dans les 22, quoi, tu vois, dans les 5 mètres. On peut en parler maintenant. Ils menaient de 8 points et ils ont eu, je pense, 5-6 touches dans les 22 mètres de Northampton. Et même en première mi-temps. On disait 20-20, c'est un miracle. C'est presque un miracle pour Northampton. C'est complètement un miracle, je trouve. Et donc en deuxième période, notamment autour de l'heure de jeu ou la 65-70e, ils ont énormément de touches. Ils s'obstinent à aller en touche parce qu'ils sont un de plus à ce moment-là. Ils sont à 15 Northampton ne saute pas. Il leur laissait toutes les prises, alors que le sauteur principal c'était Guido Petit. Je pense qu'il y a eu 85% de toutes les touches. Il y en a eu une ou deux en fond d'alignement pour Pizamou, mais c'était vraiment à la marge. Et c'est vrai que les Saints n'ont jamais cherché à aller chercher Petit en l'air, alors que ils avaient quand même Alex Coles qui, je le rappelle, est un deuxième ligne de formation et culmine à 2,02 m, quoi. Et je pense Je pense qu'à ce moment-là du match, heureusement que Northampton n'est pas en confiance et n'arrive pas à renverser la vapeur, parce que quand tu es une équipe de Bordeaux, que tu butes comme ça à ce point-là sur des ballons portés, à chaque fois il y a ou un ballon enterré ou un petit en avant. On a vu Maxime Lamotte. Si l'équipe d'en face
capitalises là-dessus, tu résistes en défense, etc., et que tu arrives à remettre Bordeaux sous pression, à ce moment-là, tu peux avoir un peu les démons du passé qui peuvent ressurgir. C'est vrai, mais c'est là où ils ont su, tu vois. Et alors, ok, ils ont brillé avec, on va en parler, les 3 quarts et tout, mais c'est là où ils ont su quand même. Il y a le fait du match de Nicolas Zanardi qui parle de faire du sale, tu vois, l'expression. Et c'est là où ils ont fait du sale, entre guillemets, c'est qu'ils ont quand même très bien défendu. On n'a pas retrouvé, si on n'a pas retrouvé non plus la fluidité du jeu de Northampton, notamment de sa ligne de 3 quarts, c'est aussi parce que Bordeaux a très bien défendu. Tu vois, Freeman, on l'a pas vu, il n'a pas réussi à mettre trop sa vitesse en avant. Finn Smith a été en difficulté, globalement la charnière. La paire de Stamp n'a pas été incroyable. Donc je trouve qu'ils ont très bien défendu dans ces moments critiques. Tu vois, ils ont même Penaud. Enfin, on a vu des joueurs qui se démultipliaient. Jalibert Penaud, en défense, hein. Il était attendu là-dessus. Bien sûr. De Porter, ils se sont, ils sont vraiment partis à la guerre un peu là-dessus. Et c'est pour ça que Northampton a été aussi en échec lors des occasions où ils pouvaient renverser un peu la partie et mettre beaucoup plus la pression. Je pense que le simple fait aussi, le banc girondin était qualitativement nettement supérieur aux Saints. Et ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est que j'aurais aimé voir cette équipe de Northampton avec un peu plus de profondeur de banc pour qu'on ait un match un petit peu plus disputé, parce que quand tu fais rentrer Marco Gazzotti, que tu fais rentrer Ben Tameifuna qui a fait une sacrée entrée, même Arthur Retière a fait une super entrée aussi. Clairement, je pense qu'il y avait il y a Van Resbourg qu'on n'a pas beaucoup vu aussi, qui a très peu joué, mais bon, tu avais une sacrée qualité sur le banc, alors que du côté des Saints, ça tirait quand même bien la langue, quoi. Les titulaires ont été à la hauteur, mais je pense notamment à Alex Scholes qui a été le meilleur joueur des Saints, qui a fait un match incroyable. Le staff anglais s'est un peu trompé, comme Yannick Bourri et son staff s'étaient trompés en finale les dernières. Ils ont fait le pari de titulariser, de mettre des joueurs qui étaient en manque de forme, qui étaient en manque de temps de jeu. Donc ils ont vraiment fait des paris sur des joueurs. Après, ils étaient un peu coincés aussi. Ils avaient peu de profondeur, ils n'avaient pas peu d'autres solutions. Là, oui, c'est sûr. Passer de Furbank, mais bon, c'est sûr que tu en payes le prix, parce qu'en deuxième mi-temps, déjà tu perds 2 joueurs rapidement, et en deuxième mi-temps, c'est vrai que t'exploses physiquement. Clairement. T'y es plus, quoi. Et du coup, tu fais des petites erreurs. C'est aussi pour ça que t'es pas clinique dans les zones de marque. Et au final, c'était un peu juste, quoi. Un petit mot sur les performances individuelles. Si on peut passer. Il y avait juste Nicolas Beck qui me disait, vu que c'est encore le rugby français qui gagne consécutivement une la cinquième. Est-ce que le top 14 est le meilleur championnat du monde? Bon, on a envie de dire oui. On le saura quand il y aura le championnat du monde des clubs. On saura bientôt. 2028, on saura bientôt. Mais oui, bien sûr. Après, si on met les clubs sur un pied d'égalité, si on les compare en termes de budget. De moyens financiers, clairement on est même d'infrastructures. Moi j'ai visité plusieurs clubs anglais, j'avais visité notamment Leicester à l'époque où ils étaient vraiment au premier plan. Je peux t'assurer que ça valait pas la structure d'entraînement de n'importe quel club de top 14. C'est sûr que, comme on le disait avant, ces clubs anglais ils nous jalousent ces moyens financiers. On sait qu'en plus l'économie du rugby anglais va mal. Donc on a quand même trois clubs qui ont littéralement fondu les plombs. C'est comme nous, si on perdait quand même 3 clubs de top 14 en l'espace de 2 ans et demi, il faut le rappeler. Donc c'est déjà beau que ces clubs-là fassent de la résistance. Et je pense que sur la qualité, quand tu regardes la qualité intrinsèque des joueurs au poste à poste, il y avait quand même une petite, pas une classe d'écart, mais il y avait quand même une bonne différence, quoi. On parle de l'économie du rugby français, mais on peut aussi parler de la formation, parce que à la différence d'il y a une dizaine d'années, quand par exemple Toulon surdominait la scène européenne, où là il y avait une majorité de joueurs confirmés étrangers qui étaient venus dans le championnat français et qui avaient réussi à faire une formule qui fonctionnait. Là, quand on voit le Stade Toulousain, La Rochelle, maintenant l'Union Bordeaux-Bègles, il y a quand même une majorité de Français, et ça monte. C'est pas que le fait d'attirer des joueurs étrangers qui sont déjà confirmés, etc. Non, il y a aussi un travail de fond. Parce qu'on a mis en place les GIF et que du coup ça a contraint les clubs à intégrer les espoirs dans leur groupe de l'équipe première, et maintenant tous les clubs ou la grande majorité des clubs fonctionnent là-dessus comme ça, et résultat maintenant tu es obligé d'avoir des joueurs français performants, et c'est une des vertus quand même de ces GIF, quoi. Alors, je sais que c'est quand même une bonne prise de tête pour les clubs, mais ça a quand même eu une vraie vertu, et maintenant c'est pour ça que Fabien Galtier peut bien sûr.
Il a 70 joueurs sous son radar, alors qu'à un moment en équipe de France, il n'y a pas si longtemps que ça, on en était hyper loin. Quoi. Et puis Bordeaux est deuxième, c'est-à-dire que ils ont su, et avec un effectif là, qui arrive en finale, deuxième de top 14, ils ont su, comme tu l'as dit tout à l'heure, gérer leur groupe pour arriver à 100% de ses capacités physiques. Northampton, tu vois qu'ils ne peuvent pas se permettre. Quoi, tu vois, ils sont largués en première. Ils sont 8e en première. Eux ont dû faire le choix de choisir une compétition entre contrairement au club français. Et du coup, tu vois, c'est le cercle vertueux, tu vois. Tu fais tourner ton effectif, donc tu lances plus de jeunes, des joueurs qui n'étaient pas forcément là aujourd'hui. Qui peuvent s'aguerrir. Ils peuvent s'aguerrir, ils progressent, ils mettent de la concurrence dans l'équipe, les entraînements sont meilleurs. Enfin, puis c'est sûr que... C'est ce qu'a fait la formule gagnante du Stade Toulousain ces dernières années. Oui, ce que Bordeaux a réussi à faire cette saison. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir sur les performances individuelles ? Oui, on n'en a pas parlé. Les notes de cette rencontre, je les énumère. Allez, vas-y. Si tu veux, oui. Si vous le voulez bien. Romain Buros qui a donc pas été noté puisqu'il est sorti à la 20e pour avoir la totalité des notes, ce sera sur le site de Rugbyrama. Et il faut être abonné. Voilà, regarde. Voilà. Envoyez vos chèques. Il y a des offres en ce moment. Il y a des offres toutes les semaines. 3€ par mois. Là. Non, si on peut s'arrêter sur... Bon, j'ai commencé à teaser du coup Romain Buros qui est sorti, remplacé par Retière qui a pris 6 sur 10 en match propre. Et qui a eu un rôle bien plus important qui remporte sa 3e Champions Cup de sa carrière avec 3 clubs différents. C'est le seul. C'est le seul de l'histoire. Personne n'oublie son premier, sa première action légendaire avec La Rochelle en 2022. On y vient. Où il donne le titre à la dernière seconde, quoi, tout simplement. Quel combattant n'empêche. On parle souvent de phénomène physique. On parle souvent d'Antoine Dupont en tant que phénomène physique. Lui, c'est un sacré phénomène physique. Un match qui était bien plus plaisant. Franchement, il a une explosivité, il a une puissance. Court sur pattes, mais alors impressionnant. Les mecs ont vraiment du mal à l'arrêter, quoi. Oui. Puis si tu le plaques pas, si tu lui mets pas les épaules par terre, quoi, il roule sur lui-même, il repart. Je retiendrai une action. Il a pas fait non plus un match. Vous me dites qu'on pourra faire les notes, messieurs. Mais je retiens une action de son match qui est un peu à son image. Il y a un moment donné, il y a un peu un cafouillage. Il y a un ballon perdu par Bordeaux, un en avant, un avantage pour Northampton. Attends, je me permets, j'ai une idée comme ça. Tu peux me laisser finir sur... non mais comme ça après tu peux finir. Pendant que Paul fait son explication, n'hésitez pas à donner une note à Mathieu Jalibert et Maxime Lucu. On vous les révèle dans 5 minutes après l'explication de Paul. Dans les commentaires, vous pouvez noter les 2 joueurs et on verra lequel a la bonne note et peut devenir journaliste rugby. Non mais je disais, à un moment donné, il tue complètement un ruck, alors que si le ballon sort pour Northampton, il y a un surnombre incroyable sur le large. Et Northampton peut vraiment revenir dans la partie en marquant un essai. Il tue le ruck et du coup l'arbitre revient à l'avantage. Sur les 40 anglais. Voilà. Là, et ça donne une mêlée, mais ça c'est un peu à son image. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'a jamais hésité à mettre la tête là où aucun 3/4 ne la mettent. Et franchement, il a fait aussi du bien dans ce côté guerrier à Bordeaux dans cette finale. Oui, et puis c'est sur un match où tu dois beaucoup défendre, il y a beaucoup de rudesse, on va dire. C'est clair que Arthur Retière, il correspond à ce profil de match. Sur Freeman, je trouve que Freeman a vraiment fait un bon match, mais il a été bien muselé. Tu vois, c'est ce que je voulais un peu dire, mais après, si tu veux mettre des pieds, c'est pas le problème. Mais en gros, je disais que comme Bordeaux a bien défendu, il n'a pas fait un mauvais match, mais du coup, on n'a pas retrouvé. Oui, il a été dangereux, mais tu vois, il n'a pas brillé comme il peut briller, tu vois. Clairement. Mais parce que Bordeaux a très bien. Moi, c'était plus pour mettre en avant la défense de Bordeaux, qui a quand même su contenir un peu les cannes des Saints. Alors, dans le chat, pas mécontent de mon jeu, parce que les gens ont noté, ça a plutôt bien fonctionné. Merci pour la réactivité. On a du 7,5 pour Jalibert, 7 pour Lucu, 9. Il y en a, il y a Polyfolie qui envoie du 6 et du 6 pour chaque joueur. C'est un peu sévère. C'est un peu dur, ça. Une sorte de supporter toulousain, là. Peut-être. 8, 9. Bon, allez, la réponse, on vous la donne. C'est 8,5 pour Maxime Lucu, qui a été élu homme du match par le PCR, homme de cette finale. Et Mathieu Jalibert, qui a obtenu la note de 8 sur 10. Maxime Lucu, 8 sur 8. C'est assez curieux comme notation, mais voilà. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Non, on s'arrête dans un premier temps sur Maxime Lucu, qui a été du coup élu homme du match. On a parlé de l'occupation au pied, on sait que c'est l'une de ses forces. Ça a été hyper important cette rencontre et ça justifie en partie son titre d'homme du match. Tu l'as dit, Théophile, les Girondins, on a l'impression qu'ils ont eu beaucoup plus de facilité à arriver dans les 22 mètres adverses et surtout qu'ils l'ont fait
sans dépenser beaucoup d'énergie, quoi. Et ça, le jeu au pied de Maxime Lucu, il leur a fait beaucoup de bien dans ce secteur. Et puis voilà, une fois de plus, il montre que c'est le vrai patron de cette équipe girondine, que c'est un excellent défenseur aussi. Je l'ai vu mettre un ou deux caramels que franchement, j'aurais pas aimé prendre en arrivant en planche vraiment dans les cuisses de ses adversaires. Donc c'est un mec vraiment entier qui lui aussi, c'est une belle récompense pour lui, quoi, parce que lui, il s'est accroché. Et il est à l'image de ce groupe, quoi. Mais je pense que oui, avec Mathieu Jalibert, les deux, ils ont fait une masterclass. Et quand, tu vois, Alex Mitchell a fait aussi une grande partie, mais il a eu tendance à faiblir sur la fin. Sur la fin. Finn Smith aussi, il est encore très jeune, donc il n'a pas encore toute cette expérience. Mais moi, j'ai le sentiment, oui, que Maxime Lucu et Mathieu Jalibert ont été un cran au-dessus. Oui, Maxime Lucu, franchement, c'est incroyable pour lui, c'est mérité, c'est le rugby, j'ai envie de dire, est récompensé, tu vois, avec ce succès pour Maxime Lucu. Il courait derrière depuis tellement de temps, d'années. Il est là depuis de nombreuses années aussi. Il a vécu des moments pas faciles. Son histoire personnelle, en club, en sélection aussi, il a été des fois, parfois mis de côté, un peu raillé, etc. Là, il fait un match de capitaine, un match aussi très très fort, comme on t'en parlait, dans l'occupation, dans savoir gérer les temps faibles, les temps forts, et puis la connexion qu'ils ont avec Mathieu Jalibert, elle est vraiment excellente et incroyable, quoi. Ils se complètent parfaitement. Super complémentaires. Il a excellé dans ce rôle de gestionnaire, le pendant un peu opposé de celui de Jalibert, même si Jalibert a progressé dans ce secteur-là. Il a vraiment excellé dans ce rôle de dicteur de jeu, quoi, du rythme, du tempo. Oui, et puis toutes les équipes ont besoin d'avoir un joueur comme Maxime Lucu dans son équipe. Ce que je veux dire, c'est qu'il représente le club, il représente quelque chose. Je vous encourage à suivre les dernières secondes, minutes de la partie qui était gagnée, on va dire, pour Bordeaux. Si vous faites un focus sur lui, voilà, il y a beaucoup d'émotions. On le voit au coup de sifflet final, il n'en croit pas ses yeux. Il a aussi attiré les caméras. Et ça, j'aime bien, tu vois, c'est pas forcément celui qui attire toujours les caméras. Et là, on avait envie de le regarder lui, quoi. Ce titre représente aussi Maxime Lucu. Et pour le coup, c'est vraiment mérité. Et je suis très heureux pour lui. Oui. Mathieu Jalibert, plus en demi-teinte. S'il fait demi-temps comme la première, il est l'homme du match sans contestation, parce qu'en première mi-temps, il marchait sur l'eau. Chaque prise d'initiative, ou presque, était payante. On parle de ce jeu qui est fait de prise de risque. Toutes les prises de risque qu'il a prises en première mi-temps, elles étaient payantes. Sur tous les essais, il apporte ce truc de magie, quoi. Et c'est un peu lié aussi à la physionomie des demi-temps, parce qu'on n'a vraiment pas eu la même partie lors des deux actes. Cette première mi-temps, on l'a tous préférée. Elle était beaucoup plus débridée, elle était beaucoup plus expansive. Et dans ce jeu-là, en plus, quand tu mets Mathieu Jalibert derrière un pack qui est relativement dominateur, même si ça n'a pas été toujours facile pour les Girondins, là c'est open bar, quoi. Mathieu Jalibert, il te fait des trucs de fou. Puis on a senti quand même que sur certains gestes défensifs, certains arrachages, certains moments où il fallait vraiment se jeter sur le ballon et tout ça, on l'a senti déterminé, quoi. On a senti toute sa détermination. Il avait vraiment faim, comme tu dis. Donc c'est aussi une belle récompense pour lui. Et je pense que c'est un nouveau pas de franchi pour ce joueur qui est, faut bien le reconnaître, est en train de prendre de l'avance sur son rival en équipe de France, quoi. Je trouve, moi, sur Romain Ntabak. Et après, on va voir vers quoi on se dirige. Est-ce qu'on n'a pas, juste par rapport à l'aspect défensif, est-ce qu'on n'a pas atteint le niveau, c'est-à-dire où il a été énormément piqué, énormément ciblé dans ce secteur de jeu-là, notamment après l'Angleterre, parfois à juste titre, parfois pas. Là, on a l'impression qu'on a atteint le niveau où, ça y est, ça l'a piqué, et maintenant il a des choses à prouver défensivement, et tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une phase de contact, notamment en défense, il est dans cet esprit revanchard, il a envie de prouver sur chacune de ses actions défensives. Clairement, il travaille. Il travaille, et c'est tout à son honneur, c'est très bien, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir au niveau international ou au plus haut niveau d'avoir un 10 qui est moins bon défenseur. Les attaques sont trop impitoyables.
les espaces sont pris trop facilement pour se permettre de même décaler un joueur, tu vois, sur les lancements et tout ça. Forcément, à des moments, il se retrouvera au milieu du terrain, il devra lire des situations. Donc après, encore une fois, c'est vrai qu'il a pas les Saints n'ont pas un 12 très puissant à la Manu Tuilagi. Ils n'avaient pas de 8 très perforant. Ils n'avaient pas Augustus. Donc peut-être que ça a aussi rendu sa partie un petit peu plus facile. Mais il faut quand même. Je trouve un peu dur quand même j'avoue sur Mathieu Jalibert sur ce match-là. On fait que louer sa défense. Non, mais sur le. Enfin, franchement, de plus non, mais en fait, moi, je trouve que franchement, il fait une partie extraordinaire, quoi. Enfin, genre vraiment, moi, de mémoire, j'ai rarement vu un demi d'ouverture être aussi fort sur une finale. Sur une finale, hein, j'entends. Pas sur un match, mais sur une finale. Moi, je te parlais du fait aussi Non, mais tu parlais de la deuxième mi-temps. Pas vraiment les mêmes. Oui, mais... Parce que la deuxième mi-temps, ça a été un bras de fer. La première mi-temps, il a un bras de fer. Maxime Lutu a fait aussi pas mal d'erreurs. Bon, il y a l'essai de Pollock qui est refusé, mais bon, il prend un raffut. Bon, s'il marque, ça se joue à pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit que Maxime Lutu, la défense, bon, il prend un raffut un peu gênant, tu vois, entre guillemets. C'est plus sur le fait qu'en première mi-temps, il était vraiment au-dessus du lot presque. Ouais, on ne voyait que lui. Et à chaque fois qu'il prenait le ballon, on était là, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Crochet inter, il arrive, il lance la balle comme un basketteur, ça fait essai, etc. En première mi-temps, on avait vraiment cette impression-là. En deuxième mi-temps, il a été plus discret. Il était un peu plus discret, mais dans ce sens-là. Ouais, bien sûr, mais genre moi, c'est vrai que il n'a pas fait non plus d'erreur, tu vois, en deuxième mi-temps. C'est pas ce qu'on a dit. Grossière. Non, mais je dis pas ce que vous avez dit, mais du coup, moi, je retiens vraiment la masterclass pure, quoi. Enfin, ce qu'il a fait en première mi-temps, je ne l'ai jamais vu d'un numéro 10 je suis d'accord avec toi. Français. En finale de Champions Cup et en finale pratiquement tout court. Je trouve que voilà, dans différents styles, il sert bien, il redresse bien sa course sur l'essai de Penaud, sur l'essai refusé de quand Bielbiarré, au final il met Bielbiaré dans l'intervalle. Bon là c'est un jeu plutôt il est pas trop 4 défenseurs aussi et dans les 5 mètres. C'est là on en parle même pas. Bon, il fait un truc que j'avais jamais vu. Oui. Il est face à 5 défenseurs. Sur l'essai le doublé de Penaud, il fait un mauvais choix, mais après il va à la bagarre, il récupère, il fait un petit point à Pollock, il récupère le ballon, donc là un peu à la bagarre, il donne à Coleman. Il joue parfaitement. Non, pour Coleman, ouais. Il donne parfaitement. Et puis après, des touches, j'ai le souvenir de pénal touche, vraiment de. Il en a manqué une. Oui, mais sinon, il y en a énormément qui ont été très très longues, parfaitement jouées. Son jeu d'occupation aussi, quand il fait ses petits rasants qui mettent la défense anglaise sous pression. Bon, il a tellement en fait. Alors c'est sûr que ça reste Mathieu Jalibert, donc il fait tellement de choses dans un match. Il produit tellement, il fait tellement il tente des choses, il en tente tellement dans un match que. Franchement, c'est presque impossible qu'il fasse 100% de réussite et 100% de choix judicieux. Non, on parlait même pas de ses déchets, on parlait plutôt juste du côté plus discret en deuxième mi-temps qu'en première. C'était parce que Bordeaux a eu un peu moins, tu vois. C'est ça. Et je te dis, ça a été un bras de fer. C'est pour ça que c'est le pendant. C'est pour ça que je trouve que c'est le pendant de Lucu. C'est-à-dire que Lucu en deuxième mi-temps, on l'a énormément vu. Il remettait systématiquement la pression sur les Anglais par des jeux au pied très bien tapés, Penaud qui montait en pression, etc. Ils n'arrivaient jamais à s'en sortir de cette zone des 22 mètres. Là où en première mi-temps, Lucu était plus dans la distribution et Jalibert faisait des magies, quoi. C'était plus et j'ai envie de mettre aussi en avant le fait que pour moi c'est un des joueurs qui a le plus progressé aussi au cours des dernières années. Il a 26 ans, il a appris beaucoup de choses. Et tu le vois parce que même quand il est plus distrait, moi je l'ai vu partir à la bagarre aujourd'hui, je l'ai vu mettre des plaquages quand même qui sont. Alors ça deviendra jamais un immense défenseur et ça sera jamais Johnny Wilkinson en défense, tout ça. Et c'est pas vraiment son jeu. Mais par contre, je trouve que quand même, il a sorti 2-3 timbres, 2-3 montées sous pression. C'est exactement ce qu'on disait. Non, mais oui, mais je trouve que c'est. Il a fait un AVC, je pense. Non, mais il était en train de lire les commentaires. Après, c'est. Non, mais parce que je vous trouve hyper dur avec. Non, parce qu'au début, vous aviez le visage un peu fermé en mode bon, après, deuxième mi-temps, et un peu rentré dans le rang. Franchement, on était bien sur du 8,5. Ouais, franchement, c'est. Non, on était très très bien. Pour moi, c'est sans doute l'un de ses plus grands matchs de sa carrière. Est-ce qu'on peut en parler? On peut parler devant un peu? Alors, non, mais juste pour finir. 3 quarts, ça va 5 minutes. On peut juste finir sur Jalibert en parlant du grand débat. De quoi? L'équivalent de Ronaldo Messi au football. J'en ai parlé un peu. Oui, il a donné sa vie, il était trop chaud. Non, mais ça va devenir de plus en plus difficile. On a 2 trajectoires, j'ai pas envie de dire de carrière parce qu'on n'en est pas là, mais on a 2 trajectoires, en tout cas de progression sur ces 2 ouvreurs que sont Romain Ntamak et Mathieu Jalibert qui sont
en ce moment diamétralement opposés. Oui, ça c'est sûr. Et après, c'est tellement pas les mêmes styles. Et je vais même dire, ça va au-delà de leur personnalité et de leur jeu. Ça va aussi, avec le neuf. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va avec le neuf. Mathieu Jalibert, quoi qu'on dise, il a quand même besoin d'un neuf qui est un peu plus, entre guillemets, à l'ancienne. Plus distributeur, qui se bagarre et tout, plus à l'ancienne. Alors que c'est vrai que Ntamak brille plus avec un neuf qui prend beaucoup plus le jeu à son compte. Avec Dupont, ça marche très très bien aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas ça qui sauve entre guillemets Ntamak, c'est le fait qu'on puisse pas en fait les comparer, si ce n'est leur poste. Ils ont tellement des styles de jeu différents qu'on ne peut pas les comparer. Ntamak sera toujours meilleur dans son style de jeu, en tout cas en défense gestionnaire, même si Mathieu Jalibert progresse énormément. Et Jalibert sera toujours meilleur offensivement. Pour aller dans ton sens, on pourrait beaucoup plus facilement comparer Mathieu Jalibert à Antoine Astoy. Complètement. Et là, en fait, tu as clairement un winner. Mais sauf que là, tu as deux ouvreurs avec des profils vraiment différents. Mais à mon sens, pour une Coupe du Monde ou pour un tournoi, tu as besoin des deux. Parce que tu n'affronteras pas les mêmes équipes, tu joueras parfois dans différentes conditions et tu as besoin de mecs comme ça. Et même de deux charnières diamétralement opposées. On a une chance de ouf. Il n'y a pas que 13 qui dit personnellement, je pense que c'est pas possible de mettre Jalibert avec Dupont. Est-ce que vous partagez son avis ? Mais en fait, Dupont a tellement révolutionné le jeu. On l'a vu, des fois, il joue comme un quarterback. C'est assez impressionnant. Quand il recule, il attire toute la défense et tout. Donc, il a vraiment changé, même des fois, un peu comment joue un numéro 9. Donc, c'est difficile d'avoir un Jalibert qui s'exprime avec autant de réussite. Après, Jalibert, c'est aussi des fois se mettre un peu en retrait. Alors pour le coup, il faut aussi le juger, pour moi, avec un 9 qui prend plus le jeu à son compte. Et du coup, savoir que Jalibert va être un peu plus en retrait, va moins faire de folie, va peut-être faire plus distribuer. Mais il a quand même des choses, sa longueur au pied. Il doit encore peut-être travailler la précision face au perche, mais sinon sa longueur au pied, sa défense, il est en progression. Tous ces secteurs-là qu'on attribue à un 10, on va dire organisateur, gestionnaire, il a largement progressé, tu vois. C'est ça. Contrairement à il y a quelques années. Moi, je me place d'un point de vue étranger. Je me mets à la place d'un supporter sud-africain, néo-zélandais, anglais, ce que tu veux. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, à l'extérieur qui disent mais pourquoi vous les associez pas, sans déconner. Si nous on quitte notre point de vue franco-français parce qu'on sait qu'il y a bien sûr dans l'équipe de France comme dans n'importe quelle équipe il y a des chapelles. On sait que les mecs de la même équipe restent souvent ensemble. C'est naturel, c'est humain. Tu joues toute l'année avec un mec, t'as pas envie de jouer avec l'autre, même si sur le papier il est peut-être plus performant et tout ça. Mais si on enlève ça, franchement, je suis persuadé que les 3/4 de la planète rugby doit se dire mais les gars, pourquoi vous associez pas Dupont à Jalibert ? T'imagines le potentiel que t'as là ? T'imagines la quantité de dégâts que ça peut te faire ? Comme quand tu mettais Barrett à l'arrière. Bien sûr, avec les Blacks. Oui, toi, tu parles avec les Blacks, Ntamak, tu mettais Farrell, Ntamak et Jalibert. Là, en ce moment. Là. Après, j'avais beaucoup aimé ton papier. J'avais aimé ton papier où tu disais que tu avais fait un papier où tu disais que c'était terminé la mode des 12 des First 5-8, c'était terminé. Voilà, c'était terminé. C'est pour ça aussi que du coup ils étaient pas trop parce que le jeu. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, d'un 12 puissant. Bon, voilà, maintenant il faut. Tout, mais c'est vrai que sur le papier entre guillemets et au vu du talent et même de la complémentarité, parce que les deux sont complémentaires. C'est vrai que tu te demandes pourquoi ils sont pas associés. Je prends à son prime, Jalibert à son prime. Mais tu veux mettre qui à la place ? Je pense que si alors on parle beaucoup du fait que Ntamak joue avec en ce moment, un genou et demi. On parle actuellement, pas au prime. Non, mais je pense que si Ntamak revient sur deux jambes et qu'il retrouve un niveau de jeu qui était le sien avant et que Jalibert a toujours ce niveau de jeu là, parce que même Ntamak a son meilleur niveau. Jalibert il s'en rapproche franchement je veux dire s'il n'est pas au même niveau, tu vois. Je pense que le débat reviendra forcément. Non mais c'est sûr. Si Ntamak joue à son niveau de jeu réel entre guillemets et que Jalibert a toujours ce même niveau de jeu là,
Mais ces deux-là vont se suivre. Tu auras forcément envie de voir les deux. Ils vont suivre et on va les retenter de redonner une chance à cette association, je pense. Bien sûr, et puis pour le coup, c'est toujours le truc. On disait que Ntamak brillait. Bon, il a des titres d'avance, mais on disait toujours que Ntamak avait su briller dans les grands matchs. Finale 2023, on connaît tout, on connaît son histoire avec le Stade Toulousain, et que Jalibert était un peu l'enfant maudit, celui qui était toujours très fort, mais quand les grands matchs arrivaient, bon, au final Bordeaux perdait, et du coup lui n'était pas une star absolue. Bon là, il gagne son premier titre. Cette réputation. Bon, voilà, là, en 2 matchs là, contre Toulouse en demi et contre Bordeaux. Et il a gagné avec son style de jeu, et c'est ça que vraiment que j'applaudis. Moi j'ai envie de dire, c'est pas que Jalibert. L'équipe en elle-même a réussi à franchir, à briser ce plafond de verre en fait. L'équipe, l'UBB, et du coup Jalibert, bien sûr, il a suivi ce potentiel de l'équipe en plus de ses progrès individuels effectués. Mais il a suivi, et puis il est resté quand même. Il est resté dans ce club-là. Il aurait pu partir. Aller dans un club qui a plus la réputation de la gagne. Il est resté. Il s'est construit en fait. C'est pour ça que Jalibert c'est aussi Bordeaux, tu vois, c'est bébé. Et du coup il a que 26 ans, il en a pas non plus 30. Non. Donc tu as des carrières qui sont différentes. C'est vrai qu'Ntamak a plus brillé, il a été champion de France dès 2019, tu vois, il était encore gosse. Il a su gagner et tout, et là Jalibert lui il a attendu un peu plus de temps. De toute façon les carrières c'est cyclique, hein. Voilà, en ce moment Romain Ntamak est dans une période de sa carrière où il a eu des graves blessures, c'est pas facile, bien sûr. Ça prend du temps et tout ça. Mathieu Jalibert il a connu ça aussi, il a aussi galéré, il en est revenu. Bon, c'est des cycles et tout ça, mais nous on peut espérer qu'une chose, c'est que ces deux mecs soient en pleine possession de leurs moyens pour 2027, parce que là je pense que ça peut faire très très mal. Ouais, je suis d'accord. Bon, dans le chat, juste pour en finir avec, ensuite on passera aux avants, je lis quelques commentaires qui soulignent le fait que Jalibert a déjà eu sa chance en équipe de France, qu'on lui a déjà offert sa chance, qu'il a pour le moment pas prouvé qu'il savait gérer ses matchs de très très haut niveau. C'est peut-être le plafond de verre qui était le sien jusqu'au tournoi destination, mais que visiblement ce plafond de verre en 2 matchs il l'a, je pense, bien brisé. Et ensuite d'autres qui disent que Ntamak est moins bon depuis que Dupont est blessé notamment. Enfin bref. Ouais, après c'est juste pour lire les commentaires. Je suis d'accord, mais des problèmes physiques qui sont graves quoi. Voilà, c'est pas rien ce qu'a eu Romain Ntamak, c'est quand même vraiment. Bien sûr, le Stade Toulousain tout court est meilleur avec Antoine Dupont. Quelle équipe ne le serait pas? Mais Romain Ntamak, il faut quand même rappeler qu'il a eu des blessures lourdes, il y a eu aussi une transformation physique. Hein, il a pris pas mal de muscles, moi je trouve. Il s'est renforcé, mais du coup ça augmente aussi la pression sur les tendons et tout ça. Donc il faut que tout ça se restabilise. Et c'est pas facile de revenir de blessures. Et puis un mot sur les avants. Puis Jalibert en équipe de France, il a jamais, tu vois, le plan de jeu tourne autour de Dupont, donc c'est pas la même chose en fait. C'est pas la même liberté. C'est pas du tout la même chose qu'avec l'UBB. Donc c'est vrai que je comprends la frustration de certains supporters qui attendent en gros de voir la même chose de Jalibert en club et en équipe de France, mais c'est pas si évident de ça quoi. C'est pas le même jeu, c'est pas le même comme on a longtemps attendu les mêmes performances en équipe de France de Lucu qu'il l'avait avec l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a eu ce moment-là où on voyait Lucu excellent en top 14 et qui peinait en équipe de France. La fin de tournoi nous a prouvé le contraire. Espérons que pour Mathieu Jalibert, il arrive aussi à passer ce cap-là. Des notes que j'ai envie de vous donner, notamment la deuxième ligne, Adam Coleman et Cyril Cazot, qui ont été monstrueux, les deux. 7,5 pour Coleman, 8 pour Cazot. Cazot fait une campagne européenne. Cazot, je suis vraiment grand match, il fait une campagne européenne très très solide. Ouais, vraiment. Moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est sa constance. Comme je l'ai mis, parce que là, pour le coup, c'est moi qui ai fait les notes des avants. J'ai trouvé si vous voulez insulter un mec, si les notes sont pas, vous l'avez juste si ici. Les notes ne vous plaisent pas, on vous passera sur Instagram pour un maximum de harcèlement. Et du coup, j'ai trouvé que, comme à l'image d'Adam Coleman, il est très vite rentré dans cette partie, dans l'intensité de cette partie, sauf que Adam Coleman, lui, je sais plus combien il a de sélections avec l'Australie et avec les Tonga, mais il a une bien plus grande expérience de ces grands rendez-vous. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que Cyril Cazot, bien joué. Donc Cyril Cazot, il n'a pas ses 40 sélections internationales et pour autant, il n'a pas du tout... moi, je l'ai trouvé vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi. Il a été constant, il a été rude, il a été sollicité dans le jeu courant, il a fait plusieurs belles charges. Moi, j'ai vraiment été bluffé par sa performance et c'est pour ça qu'on a décidé de lui mettre l'une des plus hautes notes.
Oui, voilà, on en parlait au début d'émission aussi, comment Bordeaux avait réussi à gagner cette finale. Cyril Cazot, il en est aussi l'archétype de cette victoire. Il a fait, je suis pas surpris parce que c'est vrai qu'il fait globalement une très bonne saison. Et il se rapproche aussi de ces deuxièmes lignes où on a un réservoir incroyable en équipe de France. Deuxième ligne, c'est quand même hallucinant. Le réservoir de l'équipe de France. 4-5. Là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde et c'est vrai que lui, pareil, il a continué sa progression. Je trouve que c'est un peu à l'image du club. Et là, il sort une finale de patron, de costaud. Franchement, il est très mobile aussi, je trouve. Tu le retrouves beaucoup dans le jeu. Il est puissant, il est dur au mal, il est complet, quoi. Il est vraiment complet. Et c'est vrai que Bordeaux était souvent ces dernières années, quand ça gagnait pas et tout, à la recherche aussi d'une deuxième ligne énorme, tu vois, comme avait pu avoir le Stade Toulousain. Ou, tu vois, ils avaient recruté en ce sens, ils avaient fait venir Johnny Gray pour ça. Mais tu vois, ça n'avait jamais vraiment complètement fonctionné. À La Rochelle, tu vois, quand tu avais Sazi Stelton, c'était une sacrée deuxième ligne aussi, tu vois, qui était très forte. Bon, là, c'est vrai que tous les champions ont à chaque fois des deuxièmes lignes énormes. Et ça passe aussi par là, quoi. Ce ne sont plus que juste des joueurs de devoir et de l'ombre. C'est des mecs, aujourd'hui, les deuxièmes lignes sont aujourd'hui des vrais porteurs de ballon. Il y a souvent ce numéro 5 qui est l'équivalent, qui est quasiment l'équivalent du numéro 8 dans sa capacité à faire avancer, etc. Ils ne sont plus que là pour les rucks. Et puis voilà, je prends souvent l'exemple quand le Leinster perd face à La Rochelle en 2023, quand Ryan sort sur blessure, ça change complètement le match. Et en fait, c'est un deuxième ligne. Il retourne sur La Rochelle, il y retourne. Bien sûr. Mais je parle des finales. On tient un compteur, 3 fois qu'il parle de La Rochelle depuis le début de l'émission. 2 fois avec Retière. Mais parce que tu vois, Ryan était aussi à l'époque très fort. Et quand il est sorti sur blessure dans ce match-là, ça a complètement changé la physionomie du match. Et c'est qu'un deuxième ligne, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas forcément ceux qu'on a envie qu'on le voit le plus ou qu'on se dit c'est les plus importants, quoi. Question, remarque pertinente dans le chat, c'est Tairael, je sais pas comment on le prononce, mais qui dit que moi, ce qui m'a impressionné, c'est que l'UBB a su jouer sans Tatafou. C'est vrai que c'était un peu le joueur qu'on attendait énormément, qui a repris avant la demi-finale. Voilà, il est de retour et tout ça, il reprend du rythme, etc. Au final, l'UBB s'en sort très bien sans lui. Et moi, c'est ce que justement j'allais ajouter. Je trouve que les 3 deuxièmes lignes, parce qu'on rappelle quand même que Guido Petit était en 7, alors que Guido Petit, c'est un deuxième ligne. Je trouve que ces 3 mecs-là ont réussi à abattre un travail énorme et jusqu'à compenser, je trouve, les prestations. Moi, personnellement, j'ai trouvé que Mahamadou Diaby avait été un cran en dessous et j'étais un peu déçu par Pitsamou aussi. Pitsamou, que je trouve qui fait une excellente saison avec l'UBB. Qui partira d'ailleurs, et au grand regret de l'UBB d'ailleurs. Mais j'ai été un petit peu déçu par sa prestation, et je trouve que ces 3 mecs-là, Petit, Coleman et Cazot, se sont vraiment démultipliés pour combler les brèches, quoi. C'est vrai que qu'ils n'ont rien fait, Samou et non, mais quand tu Diabou, vois Samou, ses dernières performances, et notamment sa demi-finale face à Toulouse. Diabou. Mais quand tu vois la perte de Samou en demi-finale face à Toulouse et tout, il est extraordinaire. Il était incroyable. Déjà, ça répond un peu à la question. Je pense que le staff bordelais, Yannick Bru, se sont moins posé la question, contrairement à l'année dernière aussi, de faire revenir à tout prix Tatafou, quitte à ce qu'il ne soit pas à 100%. Et on sait ce que ça avait donné aussi l'année dernière, être des joueurs pas à 100%. Là, ils avaient tellement confiance en lui. Alors, je suis d'accord avec toi, il était moins fort et moins dominant et moins en avant que différents matchs. Mais pour le coup, ça a été bien compensé. Et il reste quand même un joueur très solide. Tu vois, ils ont trouvé du coup ce numéro 8 entre guillemets de rechange, même si c'est qui est hyper solide aussi quand même. Puis je pense qu'il faudrait revoir le match, mais je pense qu'il a dû on n'a pas tout vu, quoi. Il a dû faire mal. Il a dû faire du travail. Par contre, tu penses à la 3e ligne pour la fin de saison de l'UBB là, si ça revient, tu peux avoir Petit, Samou et Tatafou. Là, là, faut pas se mettre devant quand même. Ah non, ça c'est sûr. Là, accroche. Le mauvais temps. Là, amuse-toi. J'avais une petite question un peu pour ouvrir sur la suite, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Sur Diaby, est-ce qu'on peut répondre à la première question qui a été posée très tôt le débat sur autre chose. C'est vrai qu'on est très content. Un club français a gagné la Champions Cup. C'est merveilleux et c'est merveilleux pour l'UBB. Bon, moi, à titre personnel, on va pas se mentir, j'ai trouvé l'arbitrage
plutôt clément en faveur de l'UBB. Diaby, il peut prendre 2 rouges dans le match, presque. Il y a une première action qui n'est pas revue vers la 18e minute où il y a tête-tête. Bon, c'est pas revisionné par l'arbitrage vidéo. Il y a son carton jaune. Où pour moi, il faudra quand même m'expliquer pourquoi il n'y a pas carton rouge. En fait, c'est toujours pareil. C'est quand tu compares à d'autres situations et à d'autres matchs où un carton rouge a changé le match et où il y a eu rouge. Troisième. Non, j'ai rien dit. Allez, vas-y dessus. Vas-y dessus, Paul. Tout le monde t'attend là-dessus. Non, je vais pas dessus. Ça me fait penser à un rouge de La Rochelle. Ça me fait penser à un pilier français en demi-finale. Antonio l'année dernière. En demi-finale, Antonio qui prend rouge pour. Je veux bien. Et là, il n'y a aucune circonstance atténuante l'année dernière. Bon, là, apparemment, il y en a. Non, mais. Et puis même pour ouvrir aussi. À faire plonger, oui, mais c'est injuste, c'est moi qui lui ai mis dessus. Non, mais pour ouvrir aussi, même au match de la veille avec Underhill qui fait un tête-tête avec le Nignashvili. Bon, c'est des situations. Il faudra quand même m'expliquer pour le coup la sécurité des joueurs où elle est quoi. Oui. Là, Diaby. Il n'y a même pas de plaquage, il n'y a même pas la volonté de faire un plaquage. C'est directement la tête qui touche, l'épaule dans le menton. Dans le menton et tout. Le mec dégueule le ballon, il a l'air complètement KO et tout sur le choc. Bon, il faut me dire pourquoi il n'y a pas carton rouge. Mais bon, après, franchement, c'est super parce que ça aurait sans doute changé le match à 14. Donc voilà, bon, c'est cool parce que l'UBB a gagné, mais c'est vrai que cet arbitrage-là en tant qu'observateur, on est obligé de se poser la question. Voilà, ça interpelle et globalement, même sur l'arbitrage global, c'est vrai que Northampton n'a pas été énormément récompensé, quoi. Voilà, et je trouve qu'il y a quand même 2-3 situations où ça a été. Même au-delà de, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit dans la cohérence globale de l'arbitrage qu'il y ait eu des failles, mais sur certains faits de jeu qui à chaque fois ont tourné plutôt en faveur des. Regarde, après quand ils prennent un jaune pour plaquage aussi à la tête sur Moefana. Il faut très bien, là il y a peut-être jaune, mais c'est fou que les sanctions soient la même pour regardez les deux actions la même gravité, et dites-moi droit dans les yeux que les deux méritent un carton jaune. Franchement, il n'y a pas la même vitesse, il n'y a pas le même côté de danger, il y a même, c'est tu vois. Et du coup, tu te demandes, alors créons une nouvelle. Peut-être que le rouge bunker arrive aussi pour le jaune bunker, pardon, arrive aussi pour différencier en fait plusieurs situations. C'est vrai que là, pour le coup, dans ce match-là, les deux situations ne méritent pas la même sanction, quoi. Pour les yeux. Pour répondre dans le chat, il dit si tu mets pas rouge hier soir, tu peux pas mettre rouge aujourd'hui. Bon, oui, mais le problème c'est que l'arbitre d'une rencontre n'arbitre pas en fonction des erreurs qui ont été faites la veille. C'est obligé de prendre chaque truc, sinon on s'en sort jamais. Et ensuite, on parle aussi de l'essai de l'UBB où il y a en avant sur la passe, on a un peu parlé de la passe de Biel Biarré à hauteur. Oui. Où pareil, c'était 5 temps de jeu ou 6 temps de jeu plus tôt. Biel Biarré qui fait une passe qui semble être en avant, l'arbitre ne revient pas dessus. Il y a ça, il y a le hors-jeu de Pollock. Le hors-jeu de Pollock sur le jeu au pied. Pour avoir fait un arrêt sur image en regardant l'action. Franchement, le hors-jeu, il est très très vite sifflé. Et je pense qu'un petit appel à la vidéo. Il laisse pas l'action se terminer, il siffle hors-jeu, alors qu'en fait, quand tu regardes l'action, l'arrêt sur image dont Paul parle, en fait, il n'est pas hors-jeu. Alors que là, ça mériterait peut-être de laisser l'action se terminer, on voit ce qui se passe et on revient ensuite. C'est le côté du rugby. Si l'arbitre, sur ce hors-jeu-là, si l'arbitre accorde l'essai et qu'il demande la vidéo et qu'il dit. Pour moi, il y a essai. Donnez-moi une image où qu'il n'y a pas essai. La décision terrain, c'est essai. L'essai de Pollock, il y a essai. Oui, il n'y aura pas d'image qui montre clairement que Pollock est hors-jeu. Sur un coup de pied par-dessus. Bon, voilà, globalement, après, voilà, ça n'a pas changé le match. Bordeaux était supérieur. Non, Bordeaux était largement. Supérieur et pour le coup, il y a eu bien des années où on s'est fait de temps en temps, et même avec l'équipe de France, assez avoir de temps en temps par l'arbitrage. Surtout contre les Irlandais, c'est bon. Oui. Je vais vous poser une petite question sur, ouvrir un petit peu pour cette fin d'émission. Maintenant, l'UBB en top 14, est-ce qu'on est sur un objectif doublé? Est-ce que vous les voyez capables de le faire? Ou alors, cette épopée européenne est tellement belle et a pris tellement d'énergie que le top 14, maintenant, c'est annexe. Est-ce que vous voyez cette équipe switcher et se dire il y a quelque chose d'encore plus grand à aller chercher dans quelques semaines? Ça, c'est la grande question. C'est la grande question et je pense que c'est le grand test que vont passer les Girondins. Moi, j'ai toujours trouvé ça très difficile de célébrer un titre européen alors que la saison n'est pas terminée. C'est quand même un truc assez particulier qu'on doit... Surtout quand on sait toute l'énergie puis l'engagement mental et physique que demande le rugby. C'est vraiment le grand test que vont passer les Girondins. J'ai tendance à dire que c'est un piège,
Mais j'ai aussi tendance à avoir, j'ai la faiblesse de penser que les victoires amènent les victoires. Et que, en fait, malgré la fatigue et tout ça, t'es champion d'Europe, quoi. Le rebond, il est pour toi. La pièce, elle tombe du bon côté. Enfin, ils vont être euphoriques, quoi. Après, c'est un vrai piège. Ils savent que derrière, maintenant, ils ont clairement une cible sur le front. Et ils vont clairement être l'équipe à abattre. J'en connais une pas loin d'ici, qui s'appelle le Stade Toulousain, qui je pense va avoir encore plus les crocs. Ça va agacer aussi tes Rochelais, ça c'est sûr. Oui, ça va, enfin voilà, je veux dire, c'est. Pour moi, il y a un vrai piège quand même. Pour moi, c'est pas les autres. Je sais pas. Non, c'est eux. Mais ouais, c'est eux. Faut voir comment ils vont gérer ça. Ouais. C'est dur à dire, mais il faut pas oublier que c'est quand même le premier titre de l'histoire de l'UBB. Et j'ai envie de leur conseiller de profiter à fond, quoi. Enfin, pour le coup, un mois de bringue, les mecs. Mais non, mais oui, mais parce que franchement, faites comme les Rochelais là. Faites comme les Montpelliérains 2022. 2 mois de bringue. Tu vois, tu peux pas. La saison d'après, limite maintien. Allez, non, mais tu vois, quand Toulouse arrive à faire le switch parce que bon, ils ont déjà fait des doublés, ils ont déjà gagné des titres, ils ont déjà fait ça et tout. Pas de souci, tu vois, mais quand un club gagne un premier titre, il y a quand même, il se passe quelque chose dans la ville, il y a beaucoup de joie. Et après, repartir au combat, je pense pas qu'ils vont être ridicules. Mais tu vois, face à des équipes qui ont que ça à jouer, des fois, il peut manquer ce petit supplément d'énergie. C'est humain. C'est humain. Ce que tu dis, c'est humain. C'est là où moi, je pense que les Girondins ont un truc à jouer. Enfin, du moins, il y a un petit truc. Je pense que les Girondins, quand même, ils se comparent beaucoup aux Toulousains. Et clairement, les Toulousains, c'était l'équipe qu'il fallait dépasser. Là, ils l'ont fait. Ils les ont battus en demi-finale. Ils ont battu 2 fois en phase finale. Et ça, je pense que le staff girondin, ça va être le gros warning. Ça va être le levier qu'ils vont actionner pour dire, les gars, on a gagné un titre, certes, mais regardez ce qu'ils ont fait en face. Eux, ils ont fait le doublé, machin. Ils ont fait le doublé telle année, tout ça. Maintenant, si vous voulez montrer que vous êtes vraiment des grands joueurs, maintenant, vous allez... C'est la mission d'après. Et je pense qu'ils peuvent se remonter là-dessus, tu vois. Ouais, mais tu vois, ils peuvent actionner ce levier-là et vraiment appuyer fort. Moi, je pense que le fait que ce soit un premier titre, ça change quand même pas mal de choses. Aussi. Et en début de saison, il n'y a pas objectif doublé. Là où Toulouse, en début de saison, alors en 2023, c'était objectif Champions Cup, clairement, parce que voilà, c'est ce sur quoi ils échouaient chaque saison, ils l'ont rempli. Ensuite, 2024, objectif doublé. Donc quand t'es champion en Champions Cup, tout de suite tu bascules. Bordeaux, c'était objectif titre. Titre. Et puis, donc c'est-à-dire que là où à Toulouse ils peuvent créer une histoire, un fil toute la saison, sur le côté il faut remporter un titre, puis ensuite le deuxième arrive. J'ai du mal à imaginer que Bordeaux ait créé une histoire, un fil tout au long de la saison pour arriver à faire un doublé. Évidemment qu'ils sont compétiteurs et qu'ils vont essayer, et Yannick Bru va sans doute utiliser ce levier de motivation-là pour remobiliser ses troupes. Il y a beaucoup de Toulousains à Bordeaux. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Pour moi, ça serait une erreur à pas faire. Je trouve que pour le coup, il faut pas à chaque fois se comparer au Stade Toulousain. La Rochelle, je trouve, a fait cette erreur-là, à se comparer au Stade Toulousain, à dire regardez le Stade Toulousain, ils ont cette motivation-là, ils ont ça. Mais le Stade Toulousain, c'est même pas cette génération-là, tu vois. C'est des années, c'est des décennies d'histoire avec avant Dino West qui avait déjà fait des doublés, qui avait déjà gagné. Enfin, tu vois, il faut pas brûler les étapes. L'UBB, à la limite, un peu comme La Rochelle, où tu vois, c'est des jeunes clubs entre guillemets qui gagnent, tu vois, qui viennent de gagner. Et La Rochelle en 2022, quand ils gagnent la première, derrière c'est dur quand même. Alors ils ont cette motivation-là et tout, mais l'année d'après, un an après, ils font finale et ils sont tout près de la gagner. Donc c'est l'année de. Tu vois, cette année, je trouve que c'est un peu tôt. Peut-être l'année prochaine, tu vois. Imaginons ils font un doublé en Champions Cup. Ouais. Ils auront plus ce switch-là, tu vois, facile à faire. Là, je dis pas que c'est impossible. Ça se trouve, ils vont le faire. Hein. Après, les gars, on va pas se mentir, c'est l'année pour faire le doublé là, hein. Avec Toulouse qui est un peu dans le dur, Toulon qui est un peu dans le dur et tout ça. Les mecs, ils seraient. Ce serait stupide de passer à côté de ça. On vient de voir le match. Enfin, vous voyez, on a parlé de la profondeur d'effectif de Bordeaux. Moi, si je suis à la place de Yannick Bru, je les remonterais là-dessus. Hein. Les gars
Et puis il faut pas quelque chose de grand à aller chercher. Après, oui, bien sûr qu'ils vont célébrer. Oui, bien sûr, c'est le premier titre, mais c'est justement la marque des grandes équipes que d'être. Est-ce qu'ils le sont déjà? Ça, ouais, c'est la question à laquelle ils vont devoir répondre. C'est presque impossible à répondre. Moi, j'appuierais là-dessus, quoi. Oui. J'appuierais là-dessus, vraiment, dire les gars, on a tout pour, faisons-le maintenant. En tout cas, en prenant la question à l'envers, c'est sûr que c'est difficile de répondre à 100% sûr. Et oui, tout. Mais en prenant la question à l'envers, s'ils avaient perdu aujourd'hui la finale, ça aurait été très très dur par contre de faire le switch pour basculer top 14. Oui, il y aurait une telle déception en top 14. Il y avait tellement cette génération-là attendait tellement ce titre aussi qu'il ne faut pas non plus sous-coter ce côté, comme tu disais, de cette équipe-là qui a gagné cette finale enfin, qui va du coup être un jouable sur la fin de saison, tu vois, porté par quelque chose de plus. Toi. Je me permets juste, dans le chat, ça dit énormément qu'ils ont l'impression qu'on minimise le titre de Bordeaux depuis le début de cette émission. Je pense que ça fait référence à cet aparté sur l'arbitrage, peut-être 5-10 minutes maximum d'aparté sur l'arbitrage qui font que l'émission tente de minimiser le titre de Bordeaux. Me commencer en disant que c'était extraordinaire pour ce club et on finit notre aparté sur l'arbitrage sur mais ça change pas le match parce qu'ils méritent 100 fois leur victoire. C'est comme ça que je termine cet aparté. C'est ce que je dis, c'est juste que je regrette que Northampton n'ait pas été à pleine puissance et tout ça, mais avec la classe d'écart qu'il y avait entre les deux équipes, et puis même, je pense que Bordeaux, de toute façon, était présentée favorite. Enfin, l'Union était présentée favorite et qu'elle méritait ce statut, quoi. Et que la logique sportive a été respectée. Et puis c'est vraiment faire un procès d'intention, parce que comment voulez-vous qu'on minimise une équipe qui a fait un parcours parfait, c'est-à-dire que 20 points sur 20, 14 non mais 20 sur 20 en Champions Cup. Et sur les matchs de phase finale, je crois qu'ils mettent à chaque fois 4 essais. Donc, s'il y avait des bonus, à chaque fois, c'est 5 points aussi. Donc, ils ont fait un parcours, c'est sans doute le parcours le plus brillant d'un club français sur la globalité. Quoi. Et à la grande différence de leurs adversaires du jour, on le rappelle, Northampton est 8ème de Premiership, 8ème sur 10. Oui, non, mais ils font une saison. Donc, du coup, eux, ils avaient qu'un objectif, quoi. Là, Bordeaux, on est en train de dire que justement, moi, je trouve qu'ils ont tout pour faire un doublé. Voilà, non mais c'était juste toi. Et quand tu dis beaucoup de Toulousains à Bordeaux, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu dis qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Toulousains à Bordeaux. Parce que manager, Yannick Bru, quand même. Le petit coup de rap gratos, sous-entendu, sans les génies qui ont inventé le rugby, Bègle ne serait pas là où ils sont. Non, pas du tout. Je permets de relever et donner un droit de réponse. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manager, Yannick Bru, qui a été élevé dans ce club et tout ça, et qui aujourd'hui est de l'autre côté de la barrière, et je pense qu'il a envie de réussir ça avec son équipe, voilà, tout simplement. Je dis pas que Yannick Bru il a appris c'est pas Yannick Bru qui a appris le rugby à Louis Bielbiarré, ni à Mathieu Jalibert et tout ça, soyons clairs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, il y a le président Laurent Marty aussi, il y a des gens qui ont envie de je pense mettre Bordeaux au-dessus du Stade Toulousain, tout simplement, et les joueurs en eux au fond d'eux aussi, mais je veux dire, ces mecs-là viennent de ce club, donc qu'est-ce que tu as envie? Tu viens d'en face, tu as envie de montrer que tu es meilleur avec ton club, c'est humain, c'est normal. Bien sûr, non mais en fait je me permets de relever ces commentaires-là parce que des commentaires, il y en a partout tout le temps sous des articles, sous machin. Là c'est en direct, on a l'occasion de répondre directement aux gens qui nous interpellent entre guillemets. Mais après, je me permets de relever ces commentaires-là, c'est intéressant. Toute l'émission et notamment le début, mais après ça va être sur le match. En plus, Bordeaux est quand même, on l'a dit dès le début, largement supérieur, quoi, tu vois, sur tous les compartiments du jeu. Alors qu'ils sont sous pression tout de suite. On rappelle qu'ils prennent un essai quand même super vite. Donc c'est vrai qu'ils c'est chaud. Et pour autant, ils tiennent la baraque. C'est ça. Et puis ils font une campagne de Champions Cup qui est vraiment extraordinaire, quoi. Tu vois, ils battent le tenant du titre en demi. Là, ils battent cette équipe-là. Franchement, il y a rien à dire, quoi. Ils ont joué tout le monde, des clubs français, un club irlandais, un club anglais. Enfin bon, franchement, ils ont joué tout le monde. Mais bon, voilà, ça montre aussi que
on voit cette équipe comme un grand d'Europe maintenant, comme un grand du championnat français, parce qu'on parle de doublé, parce qu'on parle, on a tout de suite des ambitions plus hautes quand on parle de cette équipe. Parce que quand on voit leur progression et tout, on parlait pas de ça. Hein, quand ils se heurtaient au plafond de verre des demi là. On se contente pas de louer un exploit. Non, c'est pas un exploit, tu vois. On analyse le résultat d'une construction méritée. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. C'est pas un exploit, tu vois, un truc, une petite épopée, tu vois, où tu te dis, il y a une équipe, ils ont été solidaires et tout. En début de saison, tu devais citer 3 favoris pour cette Champions Cup, c'était Leinster, Toulouse, Bordeaux. Hein. C'était pas non plus. Et ils ont confirmé les attentes. Et c'est souvent le plus difficile à faire. Et ils ont réussi. Ils sont allés chercher ce premier titre. Et pour le coup, dans les années à venir, dès la fin de saison et dans les années à venir, ça va être une équipe qui va se batailler à chaque fois pour remporter des titres et qui va remplir son armoire à trophées, je pense, vraiment. On parlait souvent de l'intérêt du championnat français avec cette hégémonie toulousaine, etc. On se demandait à un moment donné si elle allait être concurrencée par La Rochelle. Bordeaux, par son profil et aussi par son âge. C'est un peu la différence avec La Rochelle où vous avez quand même quelques joueurs qui étaient déjà à un âge relativement avancé, où là ils sont 2 ans plus tard en fin de génération. Là Bordeaux semble pas du tout en fin de génération. Donc on aura peut-être ce fameux duel qu'on peut peut-être comparer à un Barça-Real en Espagne au football, avec 2 équipes qui ont des joueurs de 26, 27, 28 ans, même plus jeunes, La Rochelle, et qui peuvent, ça te va très bien ce rôle-là. C'est un peu ça. Non mais oui, c'est un petit peu ça. Pour le rugby français, on a enfin 2 locomotives, en tout cas cette finale de Champions Cup confirme qu'on a véritablement 2 locomotives. Il faut que ça tire fort devant pour que les autres se mettent au niveau. Bien sûr, et puis voilà, plus t'as de clubs différents français qui gagnent et qui remportent des titres, mieux c'est après pour La Rochelle, pour la compétitivité. Ce qu'avait fait La Rochelle, le doublé, 2 titres à la suite. Les Rochelais, ils avaient filé un sacré pied, un coup de pied dans la fourmilière. Et tu vois, dans la construction d'un club, même si tu vois, voilà, c'est des clubs qui gagnent, c'est mieux après, et ça va se batailler. Et chacun a gagné, et chacun a eu ses épopées, chacun a eu ses moments de joie et tout, et c'est pas toujours dans un sens. Donc ça peut être que bien pour le rugby, que bien pour le top 14 et tout, quoi, tu vois. C'est qui ton Griezmann à toi? Ton Griezmann à toi, c'est qui à La Rochelle? Griezmann à La Rochelle, il faut quand même du talent. Mais il faut batailleur. On est en train de perdre Simon sur cette question. Putain, c'est une bonne question, ça. Je ne pas te dire. À La Rochelle, Griezmann. Ce Tony. Oh, t'es dur, il a pas jamais pris de rouge, notre ami Griezmann. Il a jamais fait un tacle à la gorge. Non, mais le mec, plus Astoy à la limite. Astoy. Astoy a du talent. Talentueux. Oui, Aldrit qui représente Griezmann représente l'Atlético. On est sur un débat parallèle. Griezmann, non mais Aldrit a plus. Griezmann a l'identité Atlético comme Aldrit a l'identité. Oui, d'accord, mais après dans le style de jeu, excuse-moi de dire que Griezmann est un peu plus magie que Aldrit, tu vois. Enfin, genre c'est jamais Astoy et tout. On compare 2 trucs, qui n'ont rien à voir. Non, mais voilà, c'est pour finir cette émission sur qui est le Cristiano Ronaldo du Stade Toulousain. Antoine Dupont. C'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de débat sur ce genre de questions. Ou Ramos parce qu'il a le côté travailleur, il a le côté travailleur de Cristiano Ronaldo. Bref. Bon, et le Messi girondin, on le connaît. Oui. Mathieu Jalibert. Et le Victor Valdés, du coup. Non mais bon, c'est bon. Victor Valdés, je sais pas qui c'est. C'est le gardien. Ok. Bref, bon allez. Sur Google. Merci messieurs. Ils ont la même coupe que Maxime Lucu. Ok. Merci messieurs pour cette émission. Merci à toi. Merci à tous dans le chat d'avoir été nombreux et de nous avoir sollicités en bien ou en mal. C'est la liberté d'expression. Écoutez, c'est le débat. On est là pour ça. C'est exactement ça. Et Cocorico, parce que la France a encore gagné quand même la Champions Cup. On va la renommer Champions France, quoi. J'en sais rien, mais. French Champions Cup. Ouais. Investec Champions. Merci en tout cas à tous. Vous pouvez retrouver tout ce qui s'est passé dans cette émission en intégralité sur YouTube dès ce soir, sur les plateformes de podcast également pour ceux qui ont manqué le début. Nous on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode de Kick-Off Rugby. Évidemment on reviendra sur ce sacre et on basculera sur la fin du top 14 pardon. Bonne soirée tout le monde et puis les Bordelais. Bonne fête hein. Molo quand même. Molo sur Molo qui profite. Molo parce qu'il y a un titre en top 14 à aller chercher, donc tout de suite on bascule les Bordelais. Pisse froid là. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.